Allez, on parle ou on reparle, puisque ça faisait quasiment 10 ans qu'on n'en parlait plus trop, encore que pendant la crise des dettes souveraines en 2011-2012. On en parlait de nouveau. Les agences de notation, est-ce qu'elles vont encore mettre de l'huile sur le feu? On voit ça avec Mathieu Plane. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Tout va bien? Oui, on confine gentiment, mais ça va. Merci. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. On a les Échos. Pourquoi on en parle? Parce que je lisais l'article dans les Échos qui affirme que les agences de notation, on les connaît, les Standard & Poor's, les grands acteurs, il y en a 3, Fitch et Moody's. Comme quoi, ces agences sont sur le qui-vive. C'est-à-dire qu'elles sont promptes comme ça à dégainer et à baisser, à revoir à la baisse la qualité de crédit donc, de pas mal d'entreprises dans le monde. Et ce qu'il faut expliquer, pardon pour ce petit brin de pédagogie, Mathieu, mais c'est important pour les investisseurs qui achètent des obligations d'entreprise, qui versent des coupons, qui se font rembourser après, parce que ça donne une idée de la capacité donc qu'a une boîte à honorer ses engagements, rembourser les intérêts et le capital. C'est important. Oui, c'est important, surtout c'est un indicateur qui est suivi par la plupart des investisseurs. C'est bien là, entre guillemets, le problème. Il faut savoir que les 3 agences de notation dont vous avez parlé représentent à peu près 93% du marché en Europe. Donc il y a une forme d'oligopole de ces agences de notation sur la notation et leur capacité à déterminer la qualité ou pas d'une dette obligataire d'une entreprise. Donc c'est fondamental dans les choix de portefeuille des investisseurs qui n'ont pas forcément le temps de lire l'ensemble des rapports qu'il peut y avoir sur telle ou telle entreprise. Donc oui, elles ont une influence forte sur les choix d'allocation. Voilà, et donc plus la note est bonne, AA, AAA, plus l'entreprise est solide financièrement, et puis après ça descend chez plus A, C ou D. Et là pour le coup, ce sont des entreprises qui ont une faible capacité, enfin qui sont fragiles financièrement, qui hautement spéculatives. Plus faible capacité à rembourser leurs dettes. Et là on se dit, après on se posera la question de voilà, est-ce qu'elles mettent de l'huile sur le feu? Est-ce qu'après avoir eu un métro de retard lors de la crise des subprimes, elles ne sont pas en train de se rattraper? Mais on se dit que c'est normal. Mathieu, oui. là, qu'elle aujourd'hui... Elles font leur boulot quelque part. Voilà, qu'elle revoit à la baisse les notes de crédit, pardon, alors qu'il y a une récession d'une rare violence qui arrive, c'est pas normal qu'elle revoie à la baisse ses notes, non? Non, c'est pas normal. Le problème, c'est le côté procyclique de tout ça. C'est-à-dire qu'elles sont tellement... une capacité tellement forte à influencer les choix des investisseurs que leurs anticipations deviennent une réalisation. C'est là où on est dans une spirale compliquée à démêler, sachant que bien sûr qu'on ne peut pas interdire, même des entreprises, des agences, en tout cas d'évaluer la qualité de telle ou telle dette. Et dans une crise qu'elle est aujourd'hui, où il y a beaucoup de flou, où on voit bien il y a des risques élevés sur un certain nombre de dettes, cette dette à risque, notamment aux États-Unis avec les leverage loans, existait déjà. On voit bien qu'on a potentiellement une risque de dégradation de qualité et des effets sectoriels très forts qu'on connaît, qui sont autour de toutes les activités du tourisme, du transport de l'aérien, les constructeurs automobiles qui sont aussi en difficulté. Donc finalement, c'est vrai qu'on n'est pas tellement surpris de ces dégradations-là, avec une différence quand même par rapport à 2007, c'est que 2007, les agences de notation avaient fait une erreur en notant de façon de bonne qualité des instruments financiers qui étaient à risque. C'est là où la situation n'est pas du tout la même. Et vous avez raison, parce qu'on n'est là ni pour les encenser ni pour taper dessus, mais on leur a reproché finalement d'avoir un peu triché lors de la dernière crise en donnant des bonnes notes à des crédits hypothécaires qui étaient saucissonnés, dans lesquels il y avait des tranches qui étaient atroces, qui étaient pourries. Et tout ça avait été, le package en entier avait été noté comme étant avec une très bonne note. Et là, pour le coup, on se dit, est-ce qu'elles font du zèle? Est-ce qu'après encore une fois, avoir loupé le coche, elles ne sont pas en train de se rattraper en faisant un excès de zèle, ou elles restent dans leur rôle? On va dire qu'elles sont dans leur rôle d'évaluateur. Alors avec les limites de l'évaluation, nous économistes, on est aussi assez bien placés pour le voir. Nos prévisions ne se réalisent pas toujours. Et donc, quelque part, la capacité à rembourser d'une entreprise sa dette, en tout cas honorer ses échéances, dépend aussi bien sûr de ses perspectives d'activité, de ses liquidités, c'est une autre chose, et donc dépend aussi des décisions de politique publique, c'est-à-dire qu'est-ce que vont faire les États, qu'est-ce que vont faire les banques centrales. Donc il y a beaucoup d'aléas autour de ça maintenant. Effectivement, ça donne un environnement. Le problème, moi je dirais plutôt ça, c'est qu'on est forme d'oligopole de 3 agences et que les investisseurs finalement suivent beaucoup ces recommandations et donc ça a un effet autoréalisateur. Donc il est très difficile de déconnecter tout ça parce qu'on a besoin aussi d'avoir une visibilité, finalement de créer de l'évaluation, mais aujourd'hui il y a peu de concurrence sur cette évaluation.
en réalité. Et donc, quelque part, il y a un mouvement suivi un peu de tous ces investisseurs qui peut déclencher des risques. C'est vrai que quand vous avez des dettes qui basculent de l'investissement de grade, c'est-à-dire des bonnes dettes, à des non-investissements de grade, donc plutôt du spéculatif, alors le coût de financement de ces entreprises devient très élevé, voire même devient prohibitif. Donc c'est un vrai problème. Ça, c'est le pire des cas pour une boîte, hein, Mathieu. Être en classé investment grade, donc de bonne qualité, passer en non-investment grade, c'est le pire des cas parce que on devient mauvais élève et là, pour le coup, le marché se ferme ou alors on peut se refinancer à des taux qui sont, vous le disiez, prohibitifs et beaucoup d'investisseurs, notamment des assureurs, doivent se délester, ne peuvent plus conserver ces titres. Tout à fait. C'était tout à fait ça. C'est-à-dire que vous passez du vert au rouge, quoi, quelque part. Hein, donc c'est assez binaire. Et donc, assez clairement, on appelle ça les anges déchus. Vous avez la garantie, ou quelque part, en tout cas dans les portefeuilles des gestionnaires d'actifs qui veulent justement avoir de la bonne dette, ils vont forcément se délester de ce type de dette. Et donc, vous avez un effet spirale boule de neige. C'est-à-dire que, du coup, vous n'avez plus accès au financement, le coût devient très élevé, vous êtes dans des situations déjà de difficulté qui vont donc s'accroître. Mais vous avez raison, et Mathieu, c'est une espèce de double peine parce que pour beaucoup de sociétés qui sont affectées, on en parlera juste après puisqu'on sera avec Fabrice Père, le président du groupe Partouche, plus gros casinotier en France, qui a tous ces établissements qui sont fermés, mais pour ceux qui sont dans les médias, l'hôtellerie, les transports, les divertissements, qui déjà sont touchés par l'effondrement de leur chiffre d'affaires, si en plus les agences en remettent une couche avec ce côté, on l'a dit, autoréalisateur, amplificateur, procyclique, ça aggrave la situation. Et là, on se dit, elle tire sur l'ambulance, là. Hein. Ouais, c'est le double effet qui se coule, on va dire, sans faire mauvais jeu de mots, de la crise, quoi. C'est-à-dire que on l'avait vu aussi en 2007 avec les dettes souveraines, notamment. Mais bien sûr, c'est plus vous avez des difficultés, plus la dégradation de la dette, en tout cas avec une vision de court moyen terme, va s'accentuer. Plus ça va empirer et plus ça va rendre difficile votre situation qu'il était déjà. Et donc à la fin, effectivement, ça peut vous conduire à mettre la clé sous la porte. Donc qu'est-ce qu'on fait? On casse le thermomètre? Non, casser le thermomètre, on peut pas mettre non plus la poussière sous le tapis. Donc c'est vrai que ça va être de réfléchir. Donc déjà, il fallait réfléchir en amont. On pouvait pas le faire dans l'urgence. C'est-à-dire, est-ce que finalement l'intervention des pouvoirs publics et ouvrir les vannes du financement du crédit, est-ce que va permettre de compenser justement ces difficultés pour ces investisseurs, en tout cas pour ces entreprises, de ne plus avoir accès au marché obligataire. Donc il y aura peut-être finalement très peu d'émissions obligataires. Dans ce cadre-là, est-ce qu'il ne va pas y avoir la création d'un fonds qui peut partiellement, notamment par la BCE, racheter une partie de ses dettes à risque, en tout cas temporairement? Il va falloir inventer des choses parce que, bien sûr, vous n'allez pas fermer les agences de notation aujourd'hui. En tout cas, non, mais juste, Mathieu, elle pourrait se donner un temps un peu plus long, se dire qu'effectivement les choses vont reprendre. Alors si ce n'est pas deuxième semestre 2020, ça sera 2021, même si ce n'est pas une croissance fulgurante, la reprise, il y aura une reprise, il y aura un rebond. Oui. Est-ce qu'elle se donne suffisamment de temps pour juger 2021, 2022, parce que... D'accord. Non? Mais oui, vous avez raison, mais ça fait partie normalement de leur job, d'avoir une vision qui est aussi une vision de moyen terme. Et donc, voir justement quels sont les horizons de prévision de tout ça. Est-ce que dans la solution, c'est de dire les agences de notation n'ont plus le droit de noter? C'est comme si on disait vous n'avez plus le droit d'évaluer. C'est un peu compliqué. Donc oui, là, il y a de bonnes solutions à travers cette crise. C'est vrai qu'il faut essayer juste de casser cette spirale autoréalisatrice. Maintenant, je pense que le seul moyen d'y arriver, c'est par une intervention massive des pouvoirs publics qui vont essayer de compenser justement les mauvaises évaluations qui peuvent être données sur un certain nombre d'entreprises ou certains secteurs. Mais elles ne prennent pas en compte on sera là pour de toute façon faire éponge, quoi. Mais est-ce que les agences de notation prennent en compte justement les politiques publiques qui sont menées, les plans de soutien, les plans d'urgence dans la notation qu'ils vont faire d'une boîte, enfin de la qualité du crédit d'une boîte? Et donc moi j'aurais tendance à dire soyons prudents sur ces évaluations. Soyons prudents, ne prenons pas tout au pied de la lettre. On n'est qu'au début de la crise, on ne sait pas encore quels vont être l'ensemble des volets d'intervention, on en connaît une partie des États ou des banques centrales, qui auront une influence sur le rebond économique, sur la résistance ou la résilience de certains secteurs, et qui peuvent être pris partiellement en compte dans les évaluations des agences de notation. Donc soyons prudents. On connaît déjà assez difficilement la sortie de crise sur le temps du confinement qui lui-même a des effets
sur l'économie. On connaît assez mal les plans de relance qui seront mis en action derrière. Et est-ce qu'il n'y aura pas aussi des recapitalisations, des aides sectorielles qui peuvent a priori émerger? Donc ces évaluations, elles peuvent avoir un sens, mais dans un environnement avec beaucoup d'hypothèses. Et donc j'aurais tendance à dire aux investisseurs, soyez prudents. Ouais. Et on finit là-dessus, mais d'autant que même nos plus grands fleurons, on a vu Engie, Total, Accor, AXA, Renault, PSA, c'est pas rien, sont aussi dans la ligne de mire des agences de notation. Alors il n'y a pas eu de dégradation en tant que telle, mais il y a eu ce qu'on appelle une mise sous surveillance négative, ce qui en général n'est pas de très bon augure, même si ça ne préjuge de rien. Oui, non, c'est pas de très bon augure. Alors après, il faut quand même avoir ça en tête. On parlait de l'intervention publique, c'est qu'on peut imaginer, et Bruno Le Maire en a parlé, de renationalisation temporaire, en tout cas partielle, avec un fonds de capitalisation. Donc dans ce cas-là, il y a peu de chances que ces entreprises soient quand même en grande difficulté, en tout cas ne soient pas en capacité à honorer leurs échéances si l'État justement monte au capital, en tout cas temporairement. Donc on voit bien que ça va être déterminant aussi dans ce qui peut se produire. On voit aussi que le risque, ça serait que cette transmission se fasse aussi sur le système bancaire. On l'avait vu en 2008, si des difficultés arrivaient, et en tout cas avec la durée de la crise, et donc qu'on ait aussi une dégradation des notes d'un certain nombre de banques, et cela, ça serait très inquiétant. Et il y avait aussi la note des pays, qui était important, on l'avait vu notamment aussi avec la Grèce à l'époque. Là aujourd'hui c'est plutôt l'Italie, mais on voit que la BCE et la capacité d'intervention de la BCE permet justement de contrecarrer ces effets-là, en tout cas de dégradation de notes. Donc on se dit quoi? On finit là-dessus, Mathieu. On tape sur les agences de notation, il faut toujours des boucs émissaires lors des crises. Pour la raison inverse de celle d'il y a 10 ans, on l'avait reproché justement leur complaisance, leur retard à l'allumage. Oui. On se dit non, finalement elles font leur job et à nous d'avoir une vision plus globale. Non, c'est un peu différent, je dirais pas ça. Je dirais qu'elles sont dans leur job, mais elles font un job d'évaluateur avec toutes les hypothèses, les risques que ça engendre. Le problème, c'est qu'il y a 3 grosses agences qui ont une capacité à influencer le marché. Je dirais plutôt aux investisseurs d'être prudents sur ces analyses-là et peut-être regarder un certain nombre d'éléments avant de prendre des décisions, parce qu'on est dans un univers tellement incertain que ces agences de notation se tromperont certainement sur un certain nombre de points. Elles auront peut-être raison parfois, mais elles auront aussi tort d'autres fois. On se dit quand même qu'elles ont eu envie peut-être de se rattraper aussi, pour pas qu'on leur fasse le même reproche que lors de la crise des subprimes. Non, il y a un peu de ça. Oui. Oui, elles ont été très réactives. Je disais qu'en général, il y a 10% des boîtes sur une année qui changent de notation. Là, en une semaine, il y en a à peu près la moitié de ce qu'ils font sur une année qui a été fait sur une semaine. Donc c'est vrai qu'il y a une hyper-réaction. Faire attention à cette hyper-réaction crée aussi de la volatilité. Donc il faut être prudent, mais voilà, ça fait partie aussi de leur travail. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, bonne journée. Merci David et bon courage. Bye.